Roger, roll, Discovery. Houston now controlling. Discovery is rolling on course for a 57-degree inclination, 140 nautical mile orbit on its 19th trip to space. With the coding, it may just come right back to Tom. Over. It may. I guess all we can do is kind of sit here and wait for the right opportunity. And Haven't got anything else on my dance card. Over. Les satellites qui entourent notre planète sont les témoins constants de chaque modification de notre environnement. En outre, depuis quelques années, ils concourent activement à la protection d'un mammifère marin bien particulier, le lamantin. Christophe Colomb en fut le premier observateur occidental. C'était en 1493. Il découvrait alors le continent américain. Il assimila immédiatement le lamantin à une sirène, cette créature mythique, mi-femme, mi-poisson, dont les cris plaintifs ensorcelaient, paraît-il, les marins et précipitaient leurs bateaux vers les récifs. Pourtant, le grand explorateur dut bien reconnaître que la sirène qu'il avait découverte ne ressemblait pas aux créatures de rêve décrites dans la mythologie antique. Aujourd'hui, le lien entre le lamantin et la belle sirène mythique demeure un mystère, et il semble bien que seule une imagination débridée parviendrait à l'éclaircir. Mais en souvenir des temps anciens, les scientifiques l'ont néanmoins classé dans l'ordre zoologique des siréniens, aux côtés de son proche cousin, le dugong. Nous sommes en Floride, à la source de Crystal River. Jim Reed est ici le grand spécialiste des lamantins. Ce biologiste américain est directeur du Sirenia Project, un laboratoire spécialisé dans l'étude et la protection des lamantins de Floride. La région de Crystal River a été colonisée dans les années 50. Les déchets qui ont été déversés dans les sources chaudes ont provoqué la prolifération d'algues et autres végétaux aquatiques qui ont attiré des lamantins. On rencontre des lamantins en Amérique du Nord et du Sud et en Afrique de l'Ouest. Comme leurs proches cousins, les dugongs, qui vivent en Asie, les lamantins descendent d'un ancêtre qui vivait sur la terre ferme. Il y a quelques 55 millions d'années, certains individus sont retournés vivre dans l'eau. Au fil du temps, leurs membres antérieurs se sont transformés en nageoires et leurs membres postérieurs sont devenus une large nageoire horizontale. Malgré les apparences, le plus proche parent zoologique des lamantins et des dugongs n'est autre que l'éléphant. Les lamantins pèsent en moyenne 600 kg et mesurent plus de 3 mètres. Tout comme les éléphants, ils vivent longtemps, souvent plus de 50 ans. Autre similitude, l'alimentation. Les lamantins se nourrissent presque exclusivement de végétaux. De jour comme de nuit, ils passent de longues heures à manger des plantes aquatiques. Ils les saisissent avec leurs grosses lèvres et les broient littéralement avec leurs puissantes molaires.
rien d'étonnant à ce que ces animaux soient fréquemment surnommés vaches de mer. Autre similitude avec l'éléphant, une tétine située sous chaque aisselle. Ce petit cri est celui d'un bébé affamé qui trouve certainement la tétine à son goût. Ici, les tétées durent facilement plusieurs minutes. Le contact physique est le principal mode de communication entre la mère lamentin et son petit. Mais les cris permettent aussi de se localiser. C'est par ce moyen qu'une mère peut retrouver son petit s'il s'égare. Un jeune lamentin demeure environ 2 ans en relation étroite avec sa mère. Les lamantins respirent grâce à des poumons volumineux qu'ils peuvent contracter ou relâcher pour augmenter ou diminuer le volume de l'air. Grâce à ces flotteurs réglables, ils peuvent monter ou descendre dans la colonne d'eau sans faire le moindre mouvement apparent. En plongée, un lamentin peut retenir son souffle plus d'une quinzaine de minutes. Mais le plus souvent, il remonte à la surface toutes les 3 ou 4 minutes. Les lamantins ont horreur des basses températures. Ils ne quittent les sources chaudes de Crystal River qu'à l'approche de l'été. Pour passer l'hiver, les lamantins remontent la rivière pour se rendre dans les sources chaudes. En été, ils redescendent sur la côte et se dispersent. Certains vont vers le sud, d'autres vers le nord. En général, les migrations sont beaucoup plus importantes à l'est qu'au nord-ouest de la Floride. Vous avez par exemple des lamantins qui passent leur quartier d'hiver à Miami et que vous retrouverez en été en Géorgie, à plus de 800 km de là. Mais ces migrations le long des rivières et des côtes sont semées d'embûches et coûtent la vie à de nombreux lamantins. Aujourd'hui, en Floride, leur nombre est estimé à moins de 2000. La pression humaine est considérable. La Floride est l'un des États les plus peuplés des États-Unis et les populations ne cessent d'affluer vers les rivières et les côtes où vivent les lamantins. Or, ces animaux sont lents et les accidents dus au choc contre les coques des bateaux ou les blessures causées par les hélices sont extrêmement fréquents. Malgré une réglementation très stricte de la navigation, ces accidents tueraient chaque année plusieurs dizaines de lamantins. Depuis la nuit des temps, les lamantins ont été persécutés par l'homme. D'abord pour leur viande, proche de celle du veau. Les Amérindiens aimaient la savourer et les catholiques romans, qui l'assimilaient au poisson, se l'autorisaient le vendredi. De plus, dans les années 60, 80% des zones humides, riches en herbes aquatiques propices aux lamantins, ont été asséchées. En tant que directeur du Sirenia Project, Jim Reed supervise les opérations d'observation et de protection des lamantins. Une femelle adulte vient d'être heurtée par un hors-bord. Une équipe de volontaires va tenter de la réanimer.
over, lift it under her head, and lift her head up a little bit. You want her under her shoulder. All the way back so it tips her nose. Opens that airway. Put this underneath so people can lift. Okay, let me up. Excuse this. Let me give her a couple breaths real quick. Okay. Well, it's Il faudra plus de 15 minutes de bouche à bouche et de massage cardiaque pour sauver l'animal. Come on, baby. À quelques centaines de mètres de là, une autre équipe tente de récupérer le bébé de cette femelle. Le petit est âgé de quelques mois. Il va être acheminé vers le parc aquatique de SeaWorld à Orlando. Ce parc zoologique, spécialisé dans les mammifères marins, a mis en place un département orienté vers la protection et l'étude des lamantins. La femelle, blessée au niveau de la cage thoracique, ne parvient plus à se positionner convenablement pour respirer. Aussi est-elle revêtue d'une camisole néoprène avec flotteur. Chaque animal est surveillé par une équipe de soigneurs et de vétérinaires. Les orphelins sont nourris au biberon jusqu'à l'âge d'1 an, âge auquel ils sont normalement sevrés dans la nature. Les petits comme les adultes se laissent volontiers manipuler. Il semble même qu'ils apprécient particulièrement les caresses. Jamais une attaque d'un lamantin sur un homme n'a été signalée en captivité comme dans la nature. Ces animaux sont totalement pacifiques. Leur seule défense est la fuite. Moose est un lamantin mâle adulte. Il se prépare à quitter SeaWorld pour être réintroduit dans la nature. Mais 600 kilos ne se transportent pas facilement. Les lamantins ont un seul avantage sur les dauphins, leur peau se dessèche beaucoup moins facilement. Les diverses manipulations permettent également aux vétérinaires d'effectuer quelques prélèvements sanguins pour mener à bien des études génétiques ou pathologiques. Moose est ensuite nettoyé consciencieusement. Des éponges décapantes permettent d'enlever les algues et autres micro-organismes qui ont copieusement poussé sur sa peau. Dans la nature, la migration saisonnière de l'eau douce à l'eau de mer réalise de façon naturelle cette cure de soins épidermiques. Les blessures causées il y a 2 ans par l'hélice d'un bateau ne sont plus désormais qu'un mauvais souvenir. Pendant plus d'1 an après sa guérison, Moose a vécu dans un grand bassin auprès de quelques-uns de ses congénères. Ses soigneurs ont eu largement le temps de constater qu'il était désormais capable de retourner dans le monde sauvage. Il va être transporté à quelques centaines de kilomètres de là,
vers un lieu de réintroduction pour le moins inattendu. Nous sommes dans la zone de Cocoa Beach, à Cap Canaveral. On y rencontre beaucoup de lamantins. À l'extrémité nord de Banana River, il y a une région que la NASA a complètement interdite. Au départ, il s'agit d'une zone de sécurité du Centre spatial Kennedy. Or, nous avons découvert qu'il s'agit d'un habitat idéal pour les lamantins, et comme les bateaux sont interdits, les lamantins y sont très abondants. C'est grâce à des photos réalisées par les satellites de la NASA que Jim et son équipe ont pu déterminer avec précision les régions les plus riches en végétation propices à la réintroduction des lamantins. Leur choix s'est porté sur un certain nombre de sites autour du centre spatial Kennedy. Quelques plongées ici et là confirment les analyses faites en laboratoire. Les végétaux sont en quantité suffisante et l'eau est peu profonde. Ainsi, en 1995, Jim et son équipe installèrent un centre de réintroduction de lamantins à quelques centaines de mètres des rampes de lancement de Cap Canaveral. C'est ici que Moose va passer quelques mois sous haute surveillance avant de retrouver la liberté. Get ready. That's the tail. That's the tail, yeah, guys. Tail, yeah. Okay, go ahead and drop it. He's gone. It's about time you got me in the water. Oh, this cage again. L'enclos est immense. Moose doit démontrer qu'il est capable de se comporter en parfait lamantin sauvage. Cette fois-ci, la nourriture n'est pas fournie 2 fois par jour par un soigneur attentionné. Mais l'expérience acquise avec les lamantins déjà réintroduits a démontré que dans la plupart des cas, tout se passe à merveille. Les lamantins sauvages sont principalement solitaires. Ainsi, un individu qui a vécu en captivité n'a pas à s'insérer dans un groupe social, ce qui facilite grandement les opérations de réintroduction. À part les rassemblements d'hiver dans les sources chaudes, les seules périodes où les lamantins vivent en groupe sont celles des amours. Il n'est pas rare qu'une femelle se retrouve alors entourée de 5 à 8 mâles, mais la manière dont elle les attire reste un mystère. Certains scientifiques pensent qu'à l'instar de l'éléphant, le lamantin pourrait émettre des infrasons, des sons trop graves pour nos oreilles humaines, qui porteraient à des kilomètres. La cohorte des prétendants se bouscule autour de la belle. Pourtant, c'est toujours la femelle qui décide quand, où et avec qui elle désire s'accoupler. Le plus souvent, elle accepte plusieurs mâles. Elle s'installe de préférence dans des eaux peu profondes pour éviter que les mâles ne tentent de s'accoupler sans son consentement en se positionnant le ventre en l'air au-dessous d'elle. Après ces ébats agités, mais peu agressifs, les protagonistes retournent à leur solitude. 12 ou 13 mois plus tard, la femelle va mettre bas un bébé d'1,20 m et de quelques 30 kilos. Le taux de reproduction des lamantins, un petit tous les 3 ans, est particulièrement faible. Les jeunes femelles connaîtront leurs premières amours vers 8 ans, les mâles 2 ans plus tard. Mais de nombreux aspects du mode de vie des lamantins sont encore inconnus.
I just saw it again, Chip. It's to the right. Régulièrement, Jim organise des captures de lamantins sauvages. La technique consiste, à l'aide d'un filet, à entourer l'animal pour lui couper toute retraite. She's turning. Make noise, make noise. That's good. Ce lamentin porte à la base de la queue une sangle qui retient une balise flottante. Depuis 2 ans, jour après jour, les satellites de la NASA ont pu donner la position exacte de l'animal. Aujourd'hui, l'opération consiste uniquement à remplacer les batteries de la balise. Jim et son équipe en savent désormais un peu plus sur les longs trajets migratoires des lamantins de Floride. Sur un plan purement scientifique, l'information est intéressante. De plus, il est primordial de connaître les migrations des lamantins pour pouvoir les protéger avec efficacité. Cette fois-ci, c'est une mère accompagnée de son jeune qui viennent d'être capturés. Tous deux sont minutieusement mesurés. Vient ensuite la mise en place des balises émettrices. La sangle positionnée à la base de la queue est conçue de façon à céder si la balise se trouvait coincée dans la végétation. Oh, hold it, hold it. She may go. Russ, coming behind Grâce aux satellites, nous sommes en mesure de connaître précisément les positions de l'animal. Les données qui nous sont communiquées nous indiquent la latitude, la longitude et la date. Pour retrouver un animal qu'il a déjà marqué, Jim utilise les dernières indications satellitaires le concernant, puis affine la recherche à l'aide d'une antenne de radio-tracking classique. Il semble bien que nos sirènes américaines aient besoin de toute la technologie du monde moderne pour pouvoir être sauvées. Certains diront volontiers que même sans lamantins, le monde ne s'arrêtera pas de tourner. Mais beaucoup refusent cette indifférence. Pour preuve, les milliers de visiteurs qui défilent chaque année en Floride, juste pour le plaisir de croiser ces étranges créatures. Un pays qui a réalisé ce rêve fabuleux d'aller marcher sur la Lune, peut-il laisser disparaître chez lui une espèce aussi extraordinaire ?